Premièrement, je voudrais féliciter la Fondation qui a pris l'initiative de ce débat. Je crois que c'est un débat maintenant qui intéresse tous les Marocains, après les discours royaux. Moi aussi, d'ailleurs, comme un certain nombre d'intervenants, avec beaucoup d'humilité, je dirais qu'il n'est pas important actuellement de parler au niveau de l'économie marocaine d'un modèle de développement. Il est plus important essentiellement de parler des politiques publiques et des politiques de développement. Je dirais pourquoi. Effectivement, nous avons des atouts. Et je dois dire, moi, je suis optimiste pour le Maroc. Malgré tout. C'est vrai qu'avec un taux de croissance de 3%, aujourd'hui, ça nous gêne. Avec des inégalités aussi qui se développent, ça nous gêne. Mais en même temps, nous sommes une économie de petite dimension. Ça a été dit. Il faut le dire. Très rapidement, je reviens un peu à l'histoire. On a vécu, en gros, sur le plan... Le temps économique ne correspond pas toujours au temps politique. Mais c'est possible aussi. Mais disons, il y a 5 périodes. La première période, c'est la mise en place de la souveraineté nationale. Et je crois qu'il faut bien le dire, c'est une période liée à l'homme dont le nom est lié à cette fondation. Et puis après, il y a eu une période à peu près de 15 ans d'un libéralisme pragmatique qui s'est terminé par la politique de marocanisation. C'est l'État qui a organisé la marocanisation, avec des conséquences et politiques et économiques. Il y a eu une vingtaine d'années de déséquilibre financier, interne et externe, avec le PAS, avec toutes les conséquences. Et puis, il y a eu une dizaine d'années de réformes, le lancement de la logique de réforme politique, économique, avec le gouvernement d'alternance et ses prolongements. Et puis, depuis maintenant, disons, 8 ans, 10 ans, les politiques sectorielles, mais en même temps avec un sentiment de vulnérabilité et politique et économique. Alors, depuis, bien sûr, tout le monde l'a dit, le monde a changé. Nous, on était 11 millions, on est 35 millions, mais nous avons 5 millions de Marocains à l'étranger. Et puis, avant, c'était le pacte colonial avec la France, essentiellement. Après, l'Union européenne s'est substituée à la France, est passée à une phase d'internationalisation et aujourd'hui de mondialisation. Donc, réfléchir sur notre politique économique, je le dis dès maintenant, c'est en même temps faire un effort. Qu'est-ce que nous devons en interne faire, mais en même temps comment négocier avec notre environnement de proximité et comment négocier avec le monde. Nous sommes en 2020 maintenant. Je dois dire que c'est pour cela que je vais m'intéresser aux 20 dernières années. Et en premier lieu, bien sûr, à ce qui s'est passé, le gouvernement d'alternance. J'étais un acteur et je crois que le Maroc a commencé à avancer. Il a amélioré le cadre macroéconomique. Nous avons eu 2 années quand même, d'excédent et budgétaire et au niveau de la balance des paiements. On a réduit notre dette, bien sûr. On a réformé notre fiscalité. Les rentrées fiscales ont augmenté pendant à peu près 5 ou 6 ans. On a réformé nos secteurs publics, quelquefois par des programmes, des contrats de programme, quelquefois par des privatisations, qui ont eu aussi des effets intéressants sur le pays. La réforme aussi des caisses de retraite des établissements publics, qui était un goulot d'étranglement que les Marocains, quelquefois, ne connaissent pas. Et puis, le secteur financier. Le secteur financier et bancaire, et au niveau de la bourse et des assurances, c'est réformé. C'est pour cela que les banques, aujourd'hui, marocaines, gagnent beaucoup plus d'argent en Afrique qu'au Maroc.
Et puis, il y a eu même ce taux de croissance, eh bien, on est arrivé quand même à un taux de croissance moyen de 4,5 entre 2001 et 2008, avec surtout un taux de croissance non agricole qui a commencé à augmenter. C'est vrai que les inégalités sont restées à l'ordre du jour. La pauvreté quand même a baissé, un peu le chômage, mais il y a eu aussi, il ne faut pas l'oublier, une phase intéressante où, pour dire la vérité, l'économie européenne fonctionnait beaucoup plus que maintenant, ces dernières années. Donc des transferts MRE importants, un tourisme important, des IDE assez importants. Et c'est à ce moment-là que le Maroc a lancé ce qu'on appelle maintenant les politiques sectorielles. Avant tout, les télécoms, le tourisme, l'habitat, la réforme du secteur phosphatier et puis le lancement de la politique d'émergence à partir du secteur tertiaire, et notamment des nouvelles technologies et l'industrie, et la régionalisation, mais c'est une régionalisation, moi j'aime pas le mot avancé, parce qu'elle a été conçue à partir de Rabat, mais elle a intéressé. Le nord du Maroc n'est plus ce qu'il était. L'Est, qui a un blocage dû à la fermeture des frontières, et le Sud. Il est vrai qu'il faut toujours se demander l'effet de la crise mondiale, et notamment en Europe, sur notre économie. C'est vrai qu'il y a eu une baisse de la demande européenne en termes de commerce, en termes de tourisme, en termes de transfert. Mais il est vrai que le Maroc n'a pas tenu compte aussi de cette crise. Et il s'est endetté à nouveau. Il est vrai qu'aussi, il y a eu une dizaine d'années de hausse du prix du pétrole entre 2005 et 2014. Et il est vrai aussi qu'il y a eu une déstabilisation dans la région. Et que arabe, ce qu'on a appelé le printemps arabe, et que pour l'essentiel, grâce à ces réformes, grâce aussi à la réforme constitutionnelle, bon, le Maroc, disons, s'est bien débrouillé. Mais le Maroc s'est endetté. Et le Maroc est devenu maintenant déficitaire au niveau de son budget et au niveau de sa balance des paiements. Ce qui est plus grave, c'est qu'on est revenu à un taux de croissance moyen de 3%. C'est la vérité, c'est une donnée. Et notamment le taux de croissance non agricole. Parce que quand il pleut, bien sûr, on est toujours heureux. Et puis l'endettement, il est vrai que, qui a augmenté avec l'aide des pays du Golfe pendant 3 années, plus ou moins. Et il est vrai qu'il y a, dans les politiques sectorielles, un intérêt à relever pour nos choix en matière énergétique, pourquoi pas, l'arrivée des politiques, ce qu'on appelle les métiers mondiaux, mais il y a des problématiques. Problématiques face à cette question, il y a certainement 3 ou 4. Premièrement, il y a des investissements publics, mais pas de croissance. Il y a des investissements, mais l'emploi ne répond pas. Quelquefois, on constate qu'il y a une baisse de la pauvreté, mais les inégalités qui augmentent. Donc l'élément économie de rente est là. Et la question de l'enseignement, de la formation. Et en même temps, il y a l'essoufflement de quelques secteurs. Par exemple, le secteur de l'habitat, à un moment déterminé, avancé. Dans l'industrie, des industries anciennes, comme l'industrie textile, c'est essoufflé. Peut-être pas cette année, mais il y a eu des problèmes. Et puis, dans le monde rural, bon, il y a des interrogations, aujourd'hui légitimes, sur la politique de ce qu'on appelle le Maroc vert. Est-ce que ça sert toute l'agriculture ou bien une certaine agriculture? Donc pour moi, pour répondre à cette question, que faire? Que faire? Il faut poser la question en 2020. Je crois que
ces trois choses, c'est l'interférence entre trois choses. Bien sûr, toujours le national, l'élément principal, mais aussi négocier avec la proximité régionale et négocier avec la mondialisation. Et les pays asiatiques qui ont réussi, essentiellement, je ne pense pas à la Chine, la Chine, elle est grande, c'est un continent, mais la Corée du Sud, essentiellement, c'est des pays qui, effectivement, ont fait un effort interne important, mais en même temps, ils ont réussi leur négociation et avec l'environnement de proximité et avec au niveau mondial. Alors, au niveau interne, il y a quand même des reculs. Il faut savoir comment les dépasser. Et d'après moi, le recul principal ces dernières années, c'est celui du politique. C'est celui du politique. Et disons-le, on a une responsabilité parce que c'est les partis politiques qui ne jouent plus un rôle important. Nous avons eu, d'après moi, une bonne réforme constitutionnelle, mais nous n'avons plus les instruments de l'appliquer. Il est certain aussi qu'il y a eu un appauvrissement important de notre administration. L'administration n'attire plus, l'élite va ailleurs. Et puis, il y a le problème de la formation dont on a parlé clairement. Alors, que faire? Que faire en interne? Et malgré tout, il est important de maîtriser nos équilibres. Aujourd'hui, l'extrême gauche dirige un pays comme la Grèce, elle doit tenir compte elle doit avant tout rembourser la dette. Avant tout. Si vous êtes endetté, vous ne pouvez rien faire. Et ici, la dette, ça n'est pas seulement le budget, c'est la dette des caisses sociales, c'est aussi les arriérés de l'État. C'est des dettes importantes aujourd'hui. Et par conséquent, je crois que cette maîtrise est importante. Mais aussi, il y a ce que j'appelle les 3 F. Ça, au niveau de la politique publique. Premier F, c'est la question foncière. Il est essentiel de la résoudre, notamment à la campagne. Nous avons des terres collectives, nous avons des possibilités à développer. Le deuxième, c'est la formation. Et le troisième, bien sûr, c'est le financement interne et externe. Bien sûr, maintenant, au niveau sectoriel. Bon, c'est vrai qu'en même temps, il faut industrialiser notre pays, mais en même temps, dans la tendance de la désindustrialisation dans le monde. Moi, je pense l'idée clé essentielle, c'est le mot diversification. La diversification qui doit toucher tous les secteurs, et dans l'agriculture, et dans l'industrie, et dans les services. Et c'est la diversification qui est en même temps économique, politique, qui va nous permettre aussi de dépasser la logique de rente, qui est dangereuse, effectivement. La diversification, bon, on est obligé aussi aujourd'hui de faire des politiques duales. On doit s'attaquer au numérique, on doit s'approprier le numérique, mais en même temps, on doit lutter contre la pauvreté. C'est les deux. Et puis, en termes d'entreprise, il faut des stratégies aussi qui s'interfèrent, qui touchent les établissements publics. Là aussi, il y a un renouveau, une rélecture de la situation des établissements publics, comme ça a été fait dans les années 2000. Il y a les grandes entreprises privées et il y a bien sûr la petite entreprise, dont en même temps il y a les instruments. Bon, dans ces instruments, il y a la logistique aujourd'hui. Il faut réfléchir à notre logistique, port, aéroport, route, etc. L'énergétique, essentiellement. L'environnement, deuxième élément, l'environnement de proximité. Bon, je crois que c'est une hantise pour moi. Il est essentiel. Le Maghreb est impossible, mais il est toujours nécessaire. Et par conséquent,
au niveau de la politique de l'État, il faut l'intégrer. Il faut un comportement de notre État qui nous permet, malgré tout, de considérer que ce Maghreb, qui est aujourd'hui impossible, depuis 1994, les frontières sont fermées. Allez voir Oujda aujourd'hui. L'État a fait énormément de choses à Oujda, énormément de choses. Mais la vraie fermeture a eu lieu depuis 1 an et demi, parce qu'il n'y a même plus de contrebande. Donc le Maghreb, l'Europe, là aussi, l'Europe c'est la proximité. L'Europe maintenant peut-être reprend. Moi je pense que l'Europe va reprendre pour 10 ans, me semble-t-il. Eh bien il faut proposer à cette Europe un autre partenariat. Ça n'est plus seulement de la coopération ou du commerce, mais de la coproduction. Et là, l'industrie, là, effectivement, ce qu'on est en train de faire avec Renault et autres, ou bien l'aéronautique, c'est bien, mais il faut... Et dans une logique même verticale, avec l'Afrique. Afrique, Méditerranée, Europe. Et la troisième, l'Afrique. Bon, l'Afrique, tu as dit quelque chose de très important. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays en Afrique où le taux de croissance est très important. Et ça n'est pas seulement les pays qui ont du pétrole. Au contraire, c'est des pays qui se réforment. Qui se réforment. Allez voir l'Éthiopie. Bien sûr, la Chine est là. Mais la Chine, c'est quoi? C'est une négociation avec la mondialité, essentiellement. Allez voir le Sénégal d'aujourd'hui. Bien sûr, ils vont avoir un peu de pétrole et de gaz, c'est sûr, c'est bien. Mais il y a aussi les réformes. Et je pense que le Maroc était dans une logique de réforme il y a 10 ans. Je pense. C'est pour cela que quand j'ai fait les périodes, il y a eu des reculs. Et il y a, bien sûr, avec les pays du Golfe, l'Afrique, c'est bien ce qu'on est en train de faire avec l'Afrique. Avec l'Afrique, je pense, c'est essentiel. Nous avons un atout avec l'Afrique extraordinaire, c'est la question agroalimentaire. L'Afrique, son avenir, c'est la question alimentaire. Et là, nous avons des possibilités grâce aux accords qui ont été signés essentiellement avec l'OCP. Et puis la mondialisation. La mondialisation, elle est aujourd'hui commerciale, elle est logistique, elle est financière, elle est technologique. Eh bien, ce qu'on appelle les chaînes de valeur, mon Dieu, il faut les négocier, il faut savoir les négocier. Du numérique à l'industrie, etc. Et le rapport avec le lointain. Là aussi, le mot d'ordre, c'est la diversification. L'Europe, elle est là, c'est notre voisin. Et le voisin, on ne peut pas l'éloigner. Ce sera toujours 70% de nos échanges, nécessairement, et de flux et technologiques et économiques. Mais il est important de négocier nos rapports avec le lointain. Et ce lointain, c'est quoi? C'est bien sûr les États-Unis, mais c'est l'Asie, chers amis. Cette année est importante parce que c'est un basculement de l'Asie. Cette année, l'Inde va dépasser la France et la Grande-Bretagne, et l'année prochaine, elle va dépasser l'Allemagne. Donc, il faut négocier avec l'Asie aussi, dans le cadre de la diversification. Et donc, pour moi, l'effort interne est essentiel. Et d'après moi, c'est l'instrument politique qui peut permettre de rendre cet effort plus crédible, plus important, mais en même temps, négocier avec notre proximité et négocier avec le monde. Merci.